Bonjour à tous, investiture ce lundi du président guinéen Alpha Condé. Il a été élu après le scrutin du 11 octobre dernier. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu ce matin à Conakry pour assister à la cérémonie officielle d'investiture. Nous sommes en période d'harmattan, ce vent sec et poussiéreux qui souffle en fin novembre et durant tout le milieu du mois de mars. En Côte d'Ivoire, il se fait ressentir plus dans les zones nord du pays. Référendum émaillé de violence en Centrafrique, au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Près de 2 millions de personnes étaient appelées aux urnes pour voter le projet de référendum constitutionnel. Bienvenue dans le journal. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Il a quitté Abidjan ce lundi matin. Le chef de l'État ivoirien se rend en Guinée pour assister à Conakry, la capitale, à l'investiture de Alpha Condé, président élu de la Guinée le 11 octobre dernier, dès le premier tour, avec plus de 60% des voix. Le président Alassane Ouattara va ensuite regagner Abidjan dans l'après-midi. Nous sommes en période d'harmattan. Ce vent sec et poussiéreux souffle en Afrique de l'Ouest entre fin novembre et le milieu du mois de mars. En Côte d'Ivoire, il se fait plus ressentir dans le nord. Ami Sissoko fait le constat dans le Kabadougou. Odiéné, région du Kabadougou. Brouillard, vent froid et sec chargé de particules poussiéreuses. Un climat qui oblige le port de tenues spéciales. Pullover et blousons sortent du placard. Ou bien on fait du feu pour se réchauffer. Il fait frais au dîner. La nuit même, on ne peut pas dormir. Tu es couché dans ta chambre, tu as l'impression qu'il neige. Tellement l'harmattan est fort. En ce qui concerne l'harmattan au Guinée, il faut dire que c'est un régime auquel on ne s'habitue jamais. Malgré qu'on est né dedans, on a grandi dedans, mais chaque année quand ça vient, vraiment ça nous fait souffrir beaucoup. Pendant l'harmattan, les températures avoisinent les 18 degrés le matin pour ensuite monter en début d'après-midi jusqu'à plus de 33 degrés. Une période où les commerçants de baies de karité et de tenues chaudes se frottent les mains. Tous ceux qui ont besoin de blousons, ils peuvent venir ici. Comme c'est la période aussi, là, ça marche. C'est notre traite qui est vers le matin. Je trouve moi un peu. Je m'habille dedans, je mange dedans. Les conséquences de cette variation climatique sont nombreuses, à savoir les maladies respiratoires telles que la pneumonie, les bronchites, ainsi que la méningite et la grippe. Quand nous prenons par exemple la méningite, qui est une maladie très dangereuse, mortelle parfois, et quand vous échappez, pour la plupart des personnes, on a des séquelles. Donc pour cette maladie, nous avons un vaccin. En cette période, nous encourageons la population à se faire vacciner parce que Odiéné fait partie des départements qui sont situés dans la ceinture méningitique. L'OMS a déjà lancé l'alerte. L'OMS nous a fait savoir qu'au niveau de la ceinture méningitique, allant donc du Nigeria, du Niger et tout près de nous, le Burkina, cette année la méningite va sévir. Donc il va falloir commencer à se prémunir. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs zones du nord et du centre, notamment Bounon, Bondoukou et Béoumi, pourraient être touchées par la méningite. Et en plus des maladies, l'harmattan, qui est une période sèche, est particulièrement favorable aux feux de brousse. L'hôpital général de Marcory vient de recevoir un groupe électrogène. Il a coûté 5 millions de nos francs et c'est un don de l'organisation Réseau Vainqueur. Abou Sanogo. C'est pour marquer ces 6 ans d'existence que le Réseau Vainqueur, qui est né en décembre 2009 et qui regroupe plusieurs hommes d'affaires, a posé cette action sociale. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce groupe électrogène, selon le président de l'organisation, va aider le personnel de la maternité de l'hôpital général de Marcory à continuer son travail, celui de donner la vie, même en cas de coupure d'électricité. Quand vous apprenez, vous, une personne digne, que dans cet hôpital, dès qu'il y a coupure de courant, c'est à peine avec des bougies que les femmes se font accoucher. Je pense qu'on ne devrait pas attendre l'État, on ne devrait pas attendre quelqu'un avant de porter sa pierre à l'édifice. Les responsables de l'établissement sanitaire ne peuvent que saluer cette action de grande portée sociale et promettent d'en faire bon usage. Ça me fait énormément plaisir. Le carburant ne manquera jamais dans ce groupe. Et les femmes ne nous accoucheront plus dans l'obscurité quand il y aura les coupures d'électricité. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul.
Faisant sienne cette phrase célèbre du vagabond de la charité Raoul Folero, le réseau vainqueur compte poursuivre sa politique sociale à travers le pays pour le bonheur des populations. La santé de la reproduction en milieu rural, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF a décidé de promouvoir des actions de proximité. Nous en reparlerons tout à l'heure. L'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale lance ses activités. Les agences des mutuelles ont été informées des nouvelles dispositions arrêtées pour réguler le secteur. Elles sont invitées à sortir de l'informel. Éric Goré, Franck Wadio. Des mutuelles sociales se créent de plus en plus en Côte d'Ivoire, mais beaucoup sont dans l'informel. Comment assainir alors ce milieu? L'Agence ivoirienne de régulation de mutualité sociale s'engage dans l'immatriculation des mutuelles. Cette agence va aussi veiller au respect des normes en vigueur. Il s'agit pour le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara, d'impulser une nouvelle dynamique qui va permettre aux différentes mutuelles, autant dire toute la population ivoirienne, d'accéder à des soins de santé. Mais avant, il y a un travail d'identification, un travail de sensibilisation, et je pense que ce travail a commencé. Ce nouveau dispositif va faciliter le travail des mutuelles sociales. Nous sommes tenus d'obéir à toute réquisition de l'AIRMS et la MUGEFSI et l'ensemble des mutuelles qui sont en train de se concerter pour créer une union nationale des mutuelles de Côte d'Ivoire, entend effectivement être contrôlée pour être plus dynamique, pour être plus transparent, pour être plus démocratique. Des guides pratiques seront mis à la disposition des mutuelles pour une bonne gouvernance. Suivra aussi le renforcement des capacités des responsables de mutuelles. Je vous le disais, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF a décidé de promouvoir des actions de proximité. Elle lance un projet dans les régions de Gbeke et du Bélier. Il concerne notamment la santé de la reproduction. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Kader Serodogo. Selon les données de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF, une femme met au monde en moyenne 6 enfants en Côte d'Ivoire. En milieu rural, ce chiffre passe à 7. À l'origine de ce taux élevé, le manque d'accès à l'information, à la formation et aux techniques en matière de santé de la reproduction. Pour réduire ces tendances et surtout permettre aux femmes en milieu rural de participer à la prise des décisions familiales, l'AIBF a initié un projet. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les villages, dans les communautés rurales, les gens n'ont pas l'information. Donc, il faut se déplacer vers ces gens-là pour leur donner l'information. Vous voyez ici, quand nous allons partir d'ici, même si toute la population ici ne nous suit pas, mais une grande partie va commencer à réfléchir. À Boaké, 10 villages vont bénéficier de ce projet qui vise à initier des actions de proximité sur la promotion du leadership féminin en matière de santé de la reproduction en milieu rural et au plan national. Le village d'Atienkro, dans la commune de Boaké, a constitué le point de départ de cette sensibilisation. Maintenant, la vie n'est plus comme avant. Il faut faire moins d'enfants, il faut espacer les naissances pour que la femme soit toujours belle. Je vais sensibiliser mes frères et sœurs pour la prise des contraceptifs, pour que nous n'ayons plus de grossesse en milieu scolaire. Des volontaires de l'AIBF vont sillonner ces villages en vue de donner les rudiments nécessaires aux populations pour intégrer dans leur quotidien la santé de la reproduction. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a engagé les autorités administratives, coutumières et religieuses dans la réussite de ce projet. Célébration de l'édition 2015 de la Journée internationale de la femme rurale à Ferkessé-Dougou. La femme rurale a été célébrée pour le rôle important qu'elle joue, notamment pour la sécurité alimentaire. Brahima Doumbia. Pour l'édition 2015, c'est la ville de Ferkessé-Dougou, capitale de la région du Tchologo, qui a été choisie pour la célébration officielle de la Journée internationale de la femme rurale, autour du thème « Autonomisation de la femme rurale et renforcement de la sécurité alimentaire ». Les objectifs de cette journée sont, entre autres, de souligner la contribution des femmes dans la production vivrière, la sécurité alimentaire, le développement et la stabilité des campagnes.
La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a fait le déplacement de Ferkessé-Dougou pour apporter l'appui du gouvernement. C'est ensemble qu'on doit marcher. J'ai dit au président de la République, Alassane Ouattara, que l'Ivoirien nouveau est en marche à Ferké, parce que j'ai vu des hommes à côté des femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit qu'ils ne veulent plus battre les femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit nos filles vont aller à l'école. Donc j'ai dit au président Alassane Ouattara que Ferké, c'est une grande ville. L'Ivoirien nouveau qu'il souhaite tant est déjà en marche ici à Ferké. L'un des temps forts de cette cérémonie, le gigantesque défilé des 50 groupements, membres de l'association des femmes du département de Ferké. Occasion pour ces femmes de présenter les produits agricoles de la région du Tchologo, leur courage et leur abnégation au travail. Le tout suivi de la distinction de 19 personnes. Elles se sont illustrées dans la promotion et la protection des femmes et des enfants. La ministre Anne Ouloto a fait don de matériels agricoles, de 100 kits d'alphabétisation, de congélateurs et d'un ordinateur complet, d'une valeur globale de 15 millions de francs CFA. Cette journée de la femme rurale à Ferkessé-Dougou a pris fin par la visite du site de production de maraîchers, du magasin de gros des maraîchers et de l'unité de transformation du beurre de karité. Des pères de famille qui abandonnent femmes et enfants, c'est le cas pour de nombreuses familles dans la commune d'Abobo. Ces familles vivent alors dans des conditions très difficiles. Baraki Sabamba, Parga se reconnaît. Dans cette maison de 2 pièces dans le quartier Agbekwa dans la commune d'Abobo, vivent Salimata, sa mère et ses frères. Salimata, 6 mois, n'a jamais ressenti la chaleur de son père biologique parce que, avant sa naissance, son père était déjà parti après 20 ans de mariage, comme le souligne Massikadji Koulibaly, la mère de Salimata. Le papa m'a abandonné, mais laissé à la grossesse. Et puis il est parti de la maison. C'est moi qui me débrouille pour payer la maison, pour nourrir mes enfants, leur scolarité. Si les gens peuvent m'aider, me donner quelque chose pour que je puisse faire quelque chose pour nourrir mes enfants, pour avoir payé la maison où je dors. Seule Massikadji lutte pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle espère cependant le retour de son mari. Voilà, les enfants sont tes enfants et je suis ta femme. Si tu pouvais revenir voir tes enfants prendre comme nous, on va se prendre comme avant. Vraiment, ça pourrait me faire plaisir. Le cas de Massikadji n'est pas isolé dans le quartier Agbekwa. À Sata Doumbia, la quarantaine révolue a constaté avec amertume un soir de retour du marché que son époux avait emporté toutes ses affaires personnelles, la laissant avec 3 enfants et sans aucune aide financière. Mon mari a quitté la maison. Ils ont coupé le courant. J'étais dans le noir. Après, il m'a fait quitter la maison. Je suis partie à l'encours familial. Je lave la vie des gens. Souvent, si je gagne un peu, je braise les bananes. C'est ce que je faisais. Autour de ces femmes s'organise toute une solidarité dans le quartier. Malgré leur situation modeste, de bonne volonté les soutiennent à plusieurs niveaux. Un mari qui abandonne sa famille comme ça, c'est déplorable. Tu peux t'abandonner la femme et les enfants. La raison pour laquelle je me suis engagée à aider ces femmes-là. Elle a constaté que vraiment je viens en aide aux femmes en détresse. Donc c'est pourquoi elle m'a approchée. Quand elle m'a posé le problème, bon, voilà, tout de suite, je me suis occupée. Ces efforts ne font pas oublier aux femmes une préoccupation majeure, le devenir de leurs enfants. Elles sont constamment dans la crainte de voir leurs enfants s'adonner à la prostitution et à la délinquance faute de moyens. Ces femmes abandonnées restent persuadées que les papas, une fois de retour, seront d'un appui important dans l'éducation de leurs enfants. Elles gardent donc espoir de les voir revenir à la maison un jour. 13e édition de la caravane des droits de l'homme dans le Tchologo. La caravane a sillonné plusieurs localités de la région. Les populations ont été sensibilisées aux notions de droits de l'homme. Ami Sissoko. Les filles ont beaucoup de droits désormais. On effectue n'importe quoi à la femme. Même ta femme qui est là. Sketch, projection de films, formation, sensibilisation de porte-à-porte pour vulgariser les droits de l'homme. Après l'étape d'Abrassou, c'est la ville d'Odiné, dans le Kabadougou, qui accueille la 13e édition de la caravane des droits de l'homme. Tous les droits pour tous.
C'est ce concept qui guide les actions du ministère de la Justice. Tout homme avec grand H. Et dans tout homme avec grand H, nous avons l'homme lui-même, nous avons la femme, nous avons l'enfant, nous avons la fille. Toutes ces personnes méritent un respect inconditionnel. Et ce, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état de santé physique ou mental, même le fou a des droits. Pour nous, acteurs de protection, quand il y a ce genre d'événements dans la ville, ça contribue à renforcer notre travail sur le terrain. Pour le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, seul le respect des droits de l'homme permettra l'amélioration des conditions de vie des populations du Gabadougou. Cette cérémonie officielle a pris fin avec la visite de la section du tribunal d'Odiné. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, en plus de Kabadougou, les régions de Guémon, de Gbeke et de Gontougo, entre autres, ont bénéficié également des enseignements de la caravane des droits de l'homme. Des actions pour qu'aucun droit, même les plus élémentaires, ne soit bafoué. La Commission nationale des droits de l'homme, elle aussi, sensibilise à l'occasion de cette journée. Il s'agit d'amener les populations à mieux s'informer, notamment sur les questions de droits liés à la personne. Serge Coléa. Nos droits, nos libertés toujours. C'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités socio-culturelles initiées par la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. À la faveur des journées commémoratives des droits de l'homme, l'École nationale de police, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les organisations de la société civile ont communié ensemble autour des valeurs de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel à la classe politique, nous lançons un appel à nos amis et frères des armes qu'il est temps de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Chacun de nous, chacune de nous est en contact avec les droits de l'homme. Faire la promotion des droits de l'homme, c'est renforcer la paix. Faire la promotion des droits de l'homme, c'est renforcer la démocratie. Faire la promotion des droits de l'homme, c'est équilibrer la famille, c'est s'équilibrer soi-même. Chaque équipe a reçu un trophée d'encouragement de la CNDHCI. Notons que plusieurs activités ont marqué ces journées commémoratives des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences financé par la Banque mondiale entre dans sa phase additionnelle. Elle va s'étendre sur 4 années avec l'objectif de toucher 31 500 jeunes. La première phase, elle, a permis à 27 600 jeunes d'obtenir des stages ou des emplois. Amadou Ouattara. 31 500 jeunes, dont 40% de femmes, seront insérés dans le tissu socio-économique d'ici à 2019. Cela au thème de la phase additionnelle du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Lancé à Yamoussoukro par le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, cette phase consiste à améliorer en particulier l'accès des jeunes du monde rural à l'emploi. Ce, dans le prolongement de la première phase du PGDEC qui a offert à plus de 27 000 jeunes ivoiriens des opportunités de formation, d'apprentissage, de stage et d'emploi. Sincèrement, je veux même me mettre à genoux pour dire merci au PGDEC. Parce que grâce au PGDEC, je suis stagiaire à Fraternité Matin. 25 milliards de francs CFA coût de la phase additionnelle du PGDEC, un financement de la Banque mondiale pour renforcer les acquis de la première phase. Cela nous permettra bien entendu de continuer la mise en œuvre du projet, mais surtout de faire en sorte que le projet puisse bénéficier à 31 500 autres jeunes, cette fois-ci âgés de 18 à 35 ans. Pour l'emploi des jeunes, le gouvernement ivoirien va toujours appuyer le PGDEC, rassure le ministre Sidou Touré. Les mesures fiscales qui donnent des allègements substantiels aux entreprises jeunes qui embauchent des jeunes, donc nous sommes très heureux de cette initiative. L'État fait sa part. Les jeunes, à eux de faire leur part en donnant de bons rendements en entreprise, c'est ce qui garantira leur embauche. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'emploi des jeunes. Également financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, ce projet a démarré en 2012. Construction de nouvelles salles de classe et remise de mobilier scolaire. Le Rotary Club soutient par ses dons des populations du village de Zougounou, c'est dans la sous-préfecture de Kossou. Montant total de l'investissement, 28 millions de francs CFA. Kader Segodego.
En 1978, le village de Zougounous, à 10 minutes de Yamoussoukro, est rattaché à la sous-préfecture de Kossou, démarrait son école avec 2 salles de classe. Pendant plusieurs décennies, ces enfants étaient obligés de terminer leur cursus primaire dans d'autres écoles avec tout ce que cela comporte. Taux d'abandon élevé, dépenses élevées pour les parents et même de nombreuses grossesses précoces. Les appels à l'aide de la communauté villageoise ont reçu un écho favorable auprès du Rotary Club de Yamoussoukro qui, grâce au fonds Rotary, a décaissé 28 millions de francs CFA pour la construction de 4 salles de classe, un bureau de directeur, des latrines et réhabiliter les 2 salles déjà existantes et la pompe hydraulique de l'école. Mais également, le Rotary a offert des mobiliers scolaires. Nous voici en ce chaleureux village de Zougounous pour offrir à cette population un outil de développement et de savoir. Pendant longtemps, nos enfants et les braves instituteurs ont travaillé dans des conditions difficiles. Notre club a œuvré avec l'appui du Rotary Club de Lavaux, Suisse, à la réhabilitation de cette école. Pour Zougounous, l'heure du développement a sonné. Zougounous fait partie de ces populations vulnérables parce que dépourvu de hauts cadres pouvant porter sa voix au haut niveau des décisions en matière de développement. Et cela par faute d'école. Au-delà de simples clés d'une école, vous allez là nous offrir les clés du développement. Après l'école, d'autres défis attendent les 2000 habitants de Zougounous, son électrification et son adduction en eau potable. Deuxième congrès ordinaire de la Coordination nationale des chercheurs et des enseignants du supérieur. Ce congrès met l'accent sur un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité. Kader Segodego. Une Sénèque forte pour un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité. Tel est le thème autour duquel s'est tenu le deuxième congrès de la coordination des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Des délégués venus de Korogo, Bouaké, Daloa, Abidjan et Yamoussoukro ont 2 jours durant échangé. Comme conclusion, tous ont admis que seule l'entente et la cohésion entre les membres pourront permettre l'épanouissement au sein de leurs différentes corporations. Un vœu également cher au secrétaire général sortant de la Sénèque. Après mon expérience, c'est que nous sommes capables de construire un syndicat puissant qui peut réussir bien des choses à condition que nous soyons unis. Et l'unité dans le syndicat demande vraiment une professionnalisation. Il faut que les militants connaissent les textes qui les régissent et qu'ils soient convaincus de l'unité de la Sénèque. Un message bien perçu par le nouveau bureau de la Sénèque. Il ferait tout possible pour qu'on puisse revenir à l'union. Je vais dans ce sens. Avis également partagé par le ministère de tutelle. Le ministre veut surtout que la sagesse gagne le bureau, les membres du bureau et surtout l'ensemble des membres de la Sénèque pour que la négociation puisse être l'âme forte. Une tournée du nouveau bureau de la Sénèque est prévue dans toutes les villes universitaires avec un seul leitmotiv, rassembler tous les enseignants du supérieur et les chercheurs de Côte d'Ivoire. 21 villages du département de Prikro bientôt connectés au réseau électrique national. Dans la région de Lifou, plus de 60 villages vont bénéficier du projet électrification rurale. Il concerne tous les villages peuplés de plus de 500 personnes. Soro Corona. 20%, c'est le taux d'électrification rurale dans le département de Prikro, soit 21 villages électrifiés sur les 80 que compte la localité. Une situation qui favorise l'exode des bras valides vers la ville ainsi que la pauvreté. Dans le souci d'offrir un mieux-être à tous les Ivoiriens, le président de la République a décidé d'électrifier tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Dans le département de Prikro, 21 villages sont pris en compte par ce projet de développement. Prévu débuter en 2016, l'initiative du président de la République est bien accueillie. Nous sommes très heureux. Ça fait 28 villages additionnels qui vont pouvoir bénéficier donc de ce programme d'électrification rurale. Et cela va nous permettre d'atteindre au moins 60%, pour ne pas dire 70% de villages électrifiés. Ça sera une très bonne chose. Et tous les villages attendent ça. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour que les parents comprennent. C'est pour ça qu'il est très important dans le recensement. Quand nous leur demandons de venir se faire recenser au village, cela est très important. Vous voyez, on dit des populations des villages qu'une population d'au moins 500 habitants. Nous avons des villages de 430, 425. Vous voyez, c'est vraiment dommage que ces villages ne peuvent pas bénéficier de ce projet. Dans la région de Lifou, plus de 60 villages vont bénéficier du projet d'électrification rurale.
Au cours de sa 4e session, le président du conseil régional, Moïse Kofi Koumoué, a apporté la nouvelle aux populations. L'électrification rurale va permettre la création d'activités génératrices de revenus et le développement des localités bénéficiaires. L'église SEMA de Côte d'Ivoire s'engage à faire du concept de l'Ivoirien nouveau une réalité au sein de sa communauté. Elle a initié une rencontre à Yamoussoukro. Chantal Eouma. Comment transformer l'église SEMA pour les 4 prochaines années? Telle est la mission que veut réussir les premiers responsables de cette église. Le président national, Alonlé Brou-Pierre, a fait le bilan du parcours réalisé, avant d'insister sur les défis futurs. L'homme s'est éloigné de Dieu et ainsi l'homme est obligé de s'organiser lui-même pour vivre. Nous voulons que l'homme revienne à Dieu et que l'homme suive la pensée de Dieu pour vivre. La vie sera meilleure. Venus nombreux assister à cette cérémonie, fidèles et serviteurs de Dieu ont dit placer leur confiance en une Côte d'Ivoire nouvelle, grâce à l'engagement de l'Église qui joue un rôle essentiel dans la société. L'Église SEMA a toujours joué un rôle assez important dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les pasteurs et les fidèles des églises SEMA se sont totalement investis pour pouvoir adresser à Dieu des messages de telle sorte que les élections se passent de manière apaisée en Côte d'Ivoire. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Telle est la recommandation formulée par le président de cette église. L'évangélisation et les actions de portée sociale sont les œuvres sur lesquelles veut insister Alonlé Brou-Pierre pour ces 4 prochaines années à la tête de l'église SEMA. Déjà, de nombreuses actions, dont la construction de centres de santé et d'écoles, sont en cours de réalisation. L'église SEMA existe en Côte d'Ivoire depuis 1930 et revendique à ce jour près d'1 million de fidèles. Le ministère des Affaires étrangères, le Conseil Café Cacao et Côte d'Ivoire Tourisme présentent les atouts de la Côte d'Ivoire aux ambassadeurs accrédités dans le pays. Il s'agit de valoriser le tourisme ivoirien, un secteur porteur. En 2014, l'industrie touristique en Côte d'Ivoire a réalisé 58 milliards de francs CFA de recettes. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts du ministère du Tourisme pour maintenir le cap et faire de la Côte d'Ivoire un itinéraire privilégié. L'agence Côte d'Ivoire Tourisme multiplie les initiatives en direction des ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques. Il est important qu'aujourd'hui qu'ils comprennent que l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire est à un niveau exceptionnel. L'émergence, c'est aussi des partenariats que nous créons entre acteurs économiques d'un pays et acteurs économiques de la Côte d'Ivoire. Il y a le potentiel. Nous avons évoqué tous les projets d'investissement. Nous avons parlé du potentiel diversifié de la Côte d'Ivoire pour soit avoir des touristes étrangers et également avoir des investisseurs dans le domaine des aménagements touristiques. Les potentialités culturelles et les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ont été présentés dans un film documentaire, une projection suivie par les diplomates avec beaucoup d'intérêt. J'ai été émerveillé par l'exposé très riche, mais surtout par les atouts et les potentialités du tourisme en Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour développer le tourisme, toutes les formes de tourisme. C'est un pays plein de merveilles. C'est pas seulement côté tourisme, balnéaire, tout ça, mais il y a les circuits que le DG du tourisme nous a parlé. Par exemple, le circuit cacao, c'est un circuit très intéressant. De 2011 à 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré 278 000 touristes. En 2014, ce chiffre est passé à 478 000. Le ministre du Tourisme ambitionne d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2020. Second tour des élections régionales en France hier dimanche. La droite remporte 7 régions, la gauche 5 et le Front National 0. Pourtant, le parti frontiste réalise son meilleur score historique en nombre d'électeurs avec plus de 6,6 millions de voix, soit 200 000 de plus qu'en 2012. Référendum émaillé de violences en Centrafrique, au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Près de 2 millions de personnes étaient appelées aux urnes pour ce vote sur le projet de réforme de la Constitution. Il porte notamment sur la réduction du nombre de mandats présidentiels.
Voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à vous sur RTI1.